Bienvenue dans Les Scarabées bourdonnent, le podcast des gens un peu bizarres, un peu cassés, ou de leur entourage, mais qui ne comptent pas en rester là. Bonjour Samuel, bienvenue. Salut Stéphane, merci beaucoup. Comment vas-tu aujourd'hui ? Bien et toi ? Ça va. Bon, malgré mon biceps en vrac, mais le biceps Stéphane. Voilà, le fameux. Je suis content de te recevoir aujourd'hui pour discuter un peu de toi. De même, merci pour l'invitation. Et de tous tes côtés cassés, réparés, pas réparés, en cours de réparation. La liste est longue. On va en discuter, écoute. Je vais d'abord te laisser la parole pour que tu te présentes super. À nos auditeurs. Super, je m'appelle Sam. Coach sportif depuis 2 ans, donc juillet 2023, si je ne me trompe pas. De mémoire, c'est ça. De mémoire. Créateur de BEPS Coaching. Donc, du coaching sur mesure, présentiel, à distance, en salle. Moi, j'ai une première question là-dessus, tiens. Que signifie BEPS ? Bien-être et préparation sportive. Très bien, merci. Au cas où certains se demanderaient. Voilà, on ne sait jamais. Moi, je pense qu'on en aurait parlé un peu plus tard. Je travaille avec Wendy, ma conjointe, qui est plus sur le côté bien-être, justement, que moi-même. T'aimes pas quand les gens vont bien ? Si. J'aime bien. Mais j'amène le bien-être à ma manière. D'accord. Et Wendy à sa manière. Jeune papa depuis maintenant 1 mois et demi. Donc ça change la vie. Je m'en souviens. C'était presque hier. C'est toujours presque hier. Donc voilà, sportif comme tout le monde. J'ai pratiqué du sport en étant enfant. Beaucoup moins dans l'adolescence, et puis c'est revenu vers la vingtaine jusqu'à aujourd'hui, quoi. Donc, qu'est-ce que tu as pratiqué, toi, comme sport ? J'ai pratiqué, alors étant petit, du judo, sur pourtant 3-4 ans, je dirais. Ensuite, j'ai voulu découvrir la boxe anglaise, en étant vers les 10 ans. J'ai très vite arrêté. C'est pas un sport qui me convenait réellement. Par contre, j'ai pu tester la boxe thaï par un ami qui était devenu semi-pro, qui s'appelle Quentin Collio. On sait jamais s'il écoute. Ce sera la petite dédicace si on arrive à faire lui. Parvenir ça jusqu'à son oreille. On sait jamais, tu vois, on sait jamais. Et après, j'ai découvert en fait parallèlement le sport que j'ai pratiqué le plus, c'est le football américain, qui m'a beaucoup apporté aussi personnellement et sportivement, et qui m'a le plus éduqué. Et ça, je pourrais toujours remercier, et je serai toujours reconnaissant envers mes coachs de football américain. T'as commencé à quel âge J'ai commencé à 19 ans. Je voulais plus tôt. Je n'ai pas eu le droit. Ma mère ne voulait pas faire la route pour m'emmener. Une question de logistique. Voilà, totalement. Ouais, mais ça, tu vas le découvrir. Du coup, alors, pas 1 mois et demi, mais voilà. tu vas voir comment... Elle m'a dit, quand tu auras ton permis, tu pourras commencer. Donc, j'ai eu mon permis et j'ai été me renseigner. Et jusqu'à mes 25 ans, j'ai dû arrêter par problème de blessure, pathologie. Okay. On en reviendra tout à l'heure, j'imagine, ou plus tard. Et puis après, j'ai rencontré justement Wendy qui m'a fait découvrir le CrossFit. Le fameux CrossFit que tout le monde parle depuis plusieurs années, où je suis tombé amoureux, un peu comme le football américain, coup de foudre. C'était littéralement dès la première séance. J'avais fait mon stage de découverte pour devenir coach à CrossFit Tony Maybe. Et la seule condition qu'il y avait pour faire mon stage là-bas, c'était faire une séance par jour sur toute la semaine. Et du coup, je suis resté là-bas.
Qu'est-ce qui t'a plu dans le CrossFit ? J'avais ressenti des choses que je ressentais au football américain et la discipline. La discipline dans le sens où dans le CrossFit, si on ne l'a pas, on ne progresse pas comme on le voudrait. Et moi, j'ai été éduqué avec le football américain sur le côté compétition, où si tu veux gagner, il faut travailler. Le CrossFit m'a apporté ce côté-là, parce qu'il y a tellement de choses à travailler, à vouloir réussir, comme l'haltérophilie, la gymnastique avec le handstand walk, le muscle-up. C'était des mouvements que moi je voulais à tout prix maîtriser, réussir et pouvoir faire de la compétition, parce que j'ai commencé le football américain, j'ai atterri dans une équipe qui était tirée au championnat de France. Donc forcément, la compétition m'a appelé, quoi. Ok. Donc discipline, abnégation et le travail, les trois choses là que mes coachs m'ont appris dans le football américain, c'est ce que j'ai pu retrouver justement dans le CrossFit. Et on va pas se mentir, en voyant les vidéos, j'ai trouvé ça stylé. Ça m'aurait étonné. Au contraire, m'aurait étonné. Non. Voilà. Mais ça m'a permis aussi de découvrir l'haltérophilie et c'est une des disciplines du CrossFit où j'ai tout de suite adhéré, quoi. Ouais, donc le côté pluridisciplinaire, le côté technique, le côté exactement. Voilà, apprentissage. Apprentissage et puis la progression, parce que je suis quelqu'un qui apprend très vite en pratiquant et je peux progresser du coup très vite. Alors ce que je vais faire, c'est pas bien, mais quand je devais comparer par exemple la progression de telle ou telle personne, une personne où ça faisait 2 ans qu'elle faisait du CrossFit, au bout de 6 mois, je l'avais déjà dépassé. Donc ça a amené quelque chose sur le moment à mon petit ego qui plaisait beaucoup et qui avait toujours plus, qui voulait toujours plus, pardon. Parce que je savais que au bout d'un moment je pouvais avoir un certain niveau quoi. Donc ça m'a plu. Comment ça se fait qu'on te voit pas en compétition au niveau France t'as laissé tomber? Il s'est passé quelque chose? Il s'est passé que je suis rentré en formation de coach où j'ai privilégié ma formation. Donc j'ai fait l'erreur ou pas l'erreur selon la vision de chacun d'arrêter de m'entraîner pour mettre en priorité mon année de formation pour pouvoir apprendre le plus possible pour pouvoir être un bon coach entre guillemets dès la sortie d'école. Et du coup c'est des choses que j'ai faites. Sinon je n'aurais pas eu la chance de pouvoir en vivre dès la sortie de formation, quoi. Et après ça, j'ai privilégié le travail. On passe tous par là. On passe tous par là. Et du coup, je me suis dit, vu que je lance mon entreprise, je n'ai pas de chômage. Je vais pas pouvoir payer mon abonnement CrossFit ou juste ne serait-ce qu'un abonnement à la salle. Donc du coup, j'ai décidé de tout arrêter et de me lancer à fond dans l'aventure jusqu'à ce que je puisse pouvoir me payer tout ce que j'ai à payer, un abonnement, mes factures principalement. Oui. Donc voilà pourquoi. D'accord. Voilà pourquoi. Mais je fais quand même de petits événements par-ci par-là. On m'a proposé de faire un Irox, on m'a proposé de faire une petite compétition l'année dernière. J'accepte, voilà. T'arrives encore J'arrive à te faire tenir plaisir la quand route. même à tenir la route. À tenir la route, il y a pire, je pense, il y a pire. Bon, j'espère que tu arriveras à repasser par la porte tout à l'heure avec le melon que tu viens de prendre. Non, mais je prendrai une aiguille et je percerai, tu vois. Non, mais c'est bien, faut être fier de soi aussi. Oui, faut. Voilà. Alors c'est rester humble quand même. Je suis fier de tout le parcours que j'ai réalisé, malgré toutes les étapes que j'ai pu vivre physiquement en termes de blessures, pathologies.
Donc non, je suis quand même fier de te dire ce que j'ai pu faire, ce que je peux faire encore actuellement, sans prendre la grosse tête et dire je suis meilleur que telle ou telle personne. Ça, je déteste ça, donc je me le permets pas. Bon, ça va. Tu devrais réussir à passer la porte. Je devrais réussir, ou même à rentrer dans ma voiture. Tu parles de difficultés. Alors, tu as parlé de la formation que tu as faite pour obtenir ton BPGEPS. Oui. On peut peut-être préciser éventuellement que j'ai été ton cordeau dans le centre de formation. Totalement, oui. Le NCP à Rennes. On va en profiter pour en parler. Et à l'époque, tu m'avais dit que tu avais été diagnostiqué avec différentes 10. 10, oui. Ouais. Un trouble, pour le coup. Voilà. Bon, un trouble, c'est quelque chose qu'on travaille dessus, donc autant dire un trouble. Je sais que pour certaines personnes, ça peut être une maladie, d'autres un handicap, selon les visions. Alors, pour le coup, ouais, j'ai 4-10. Une belle collection. Une belle collection. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de personnes à en avoir autant. Je suis du coup dyslexique, dysorthographie, dyscalculique et dysphasique. Tu veux bien et nous une expliquer aphasie. Une aphasie en plus. Une aphasie en plus. Alors, je pourrais pas t'expliquer en détail ce que c'est, parce que je confonds certains 10. Voilà. Mais en gros, ça va être un trouble, principalement pour la dyslexie, un trouble de la parole ou de l'écriture, où on va confondre certaines lettres. Okay. Comme le B ou le P, le D ou le T, enfin, toutes ces lettres-là, les S, WS, Z, CDI, etc. quoi. C'est quelque chose, c'est très qui peut être très problématique dans la vie de tous les jours, surtout quand on est ado ou juste enfant, donc que ça soit dans le monde professionnel ou personnel. La dyscalculie, c'est un trouble sur le calcul. Donc j'ai la chance d'avoir eu un degré assez léger quand même sur la dyscalculie, puisque j'ai quand même quelques facilités par rapport à d'autres personnes sur certains calculs. Donc c'est pas ça qui m'a posé le plus de problème. Mais la dysorthographie aussi, qui est liée, qui a un lien avec la dyslexie, où ça va être avec l'écriture. C'est là où je peux confondre, où je peux avec tu les vas deux. Inverser des lettres. Voilà, ça peut être voilà, exactement. Et la dysphasie, c'est là où souvent j'ai du mal à m'en rappeler. Mais là, ce sera plus lié à la parole, si je ne me trompe pas, puisque j'ai commencé à parler, je devais avoir 10 ans. Ou en tout cas, on a commencé à me comprendre. D'accord. Puisque quand j'étais enfant, mes seules paroles, c'était juste A, E, O. C'est difficile de se faire comprendre avec seulement ces lettres-là. Bon, j'ai été suivi. Maintenant, je parle. Je ne serais pas là sinon. Heureusement. Ça a dû être quand même sacrément, là je vais dire handicapant, dans le sens, dans les relations sociales, à l'école. Tu as dû vivre des trucs pas faciles non plus, j'imagine. Ouais, qui a duré très longtemps. Qui a duré très longtemps, ma petite enfance jusqu'à ce que je commence même le commerce. Mon métier avant coach, donc il y avait 23-24 ans, donc ça fait très large, ça fait le 3/4 de ma vie, 3/4 de ma vie où j'ai pu subir de la discrimination, des moqueries, du rabaissement, de l'harcèlement, surtout sur les périodes scolaires. Donc on sait tous que le collège, par exemple, était la pire période pour moi. Ouais. Pour qui ça n'a pas été la pire période, le collège? Voilà, pour ceux qui n'ont aucun problème. Même si je pense qu'on en a tous un petit peu. Mais voilà. Et puis l'harcèlement scolaire, malheureusement, il suffit que je me défendais un tout petit peu. Bon, c'est toujours moi qui étais la petite bête noire au-dessus des profs aussi.
Donc ça, c'était forcément à cause de moi, donc c'est moi qui prenais. Mais oui. Donc ça n'aide pas la chose. Donc je comprends totalement les jeunes qui sont harcelés encore aujourd'hui à l'école et qui veulent pas en parler parce que peut-être que personne va les écouter. Et parce que moi, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai eu la chance justement de réussir à en parler indirectement avec ma mère, qui elle a su mettre son petit grain de sable en allant voir les profs, ou juste directement le directeur du collège, et puis alors c'est pas bien ce que je fais dire, mais aller menacer. Bon, je pense que tous les parents peuvent comprendre le passage, voilà. Alors, et c'est à partir de là où je pense où ça a bougé un petit peu, mais pas totalement. Mais voilà. Après, ça se fait petit à petit. Plus tu grandis, plus tu sais faire la part des choses, et puis t'avances. Voilà, tout simplement. Ok, c'est vrai que bon, maintenant on a de plus en plus dans l'inclusion du handicap, on en parle beaucoup. Je sais en formation, on doit mettre des choses en place et c'est normal. Ouais. Et je me rappelle que tu n'avais pas voulu du tout qu'on mette des trucs en place pour toi, qu'on mette des aménagements. Ouais, totalement. Parce qu'en fait, ma mère s'est battue pour que je sois dans une école dite normale, donc une école générale comme tout le monde va, parce qu'on a voulu m'envoyer dans une école spécialisée pour personnes handicapées. Donc autisme, personnes sourds-émettes, etc. Donc, ça plutôt dans ton enfance. Ça c'était vraiment dans mon enfance. Donc elle s'est battue pour que je sois en école générale. Et moi je n'acceptais pas non plus que les autres enfants et adultes me voyaient différent. Pour moi c'était normal. Et j'ai toujours refusé toutes les aides. Que ça soit collège, lycée, pour tous mes diplômes, à mon année de formation, toute aide qui fait que ça pourrait m'apporter des facilités à avoir mes diplômes. Donc pour moi, si les autres y arrivaient, moi j'y arrive aussi, quoi. Bon, c'est un bel exemple, je sais pas, en tout cas c'est un exemple, voilà, il y a des personnes qui auront besoin de ça pour se rassurer, pour y arriver. Totalement. Alors, ouais. en tant que formateur et cordeau aussi, j'en vois d'autres personnes qui arrivent avec des troubles 10 et on s'arrange pour qu'il y ait un aménagement et au final ils s'en sortent parce que comme on est en formation pour adultes, ils ont appris à gérer ça Bien sûr. Et le temps qu'ils auraient accordé en supplément, ils s'en servent pas forcément. Mais pour avoir un enfant qui présente aussi des troubles 10, on est quand même obligé de le demander, même s'il s'en sert pas, parce que c'est pas faciliter les choses, c'est simplement permettre d'avoir les mêmes conditions au final que quelqu'un qui n'a pas de trouble. C'est ça. Et puis en fait, c'est quelque chose que nous on en fait une force. Quelqu'un qui a des troubles apprend à vivre avec. Donc va aussi en faire qui était une faiblesse à la base, va sûrement devenir une force pour pouvoir atteindre tous les objectifs qu'une personne qui n'a pas de trouble, qui aura peut-être plus de facilité. Oui, tu dois faire preuve de capacité d'adaptation. Exactement. Pour pouvoir rentrer un peu dans le moule de l'école déjà, et puis après de la société en général. Exactement, et ça fait partie d'une de mes forces aussi que je vais utiliser pour le métier de coaching. Parce que si j'ai réussi à m'adapter pour moi-même à différentes situations, cette force d'adaptabilité, je l'utilise pour les coachings quand du jour au lendemain, ou même juste j'arrive et mon client me dit « Ah, j'ai eu un problème de santé, je me suis blessé », faut pouvoir l'utiliser, cette adaptabilité. Donc c'est quelque chose qui, certes, où j'en ai bavé avant, est devenu une force maintenant pour mon métier. Et c'est quelque chose que mes clients apprécient totalement. Voilà.
C'est bien. Il faut que les personnes qui n'ont pas de troubles 10 pensent aussi à ça, à cette importance dans le métier de savoir s'adapter, d'avoir toujours le cerveau avec une remédiation directe, parce qu'effectivement... Tout le temps, il faut tout le temps penser, tu fais une séance, faut penser à quel risque je vais avoir en allant voir mon client, ou sur le suivi à distance, et encore plus sur le suivi à distance, parce que la personne, tu ne le vois pas, donc même si la personne ne te le dit pas, à distance, tu peux pas savoir s'il y a une douleur ou autre, alors que sur le moment, tu peux voir la personne, comment elle marche, comment elle va faire le mouvement. Donc là, tu peux deviner, tu as peut-être mal quelque part, mais du coup, dis-le-moi et on va adapter. Que sur la distance, tu seras au courant seulement quand on va te faire un retour. Oui, ou quand il est trop tard. A posteriori, quoi. Voilà. Ou quand il est trop tard. Comme certaines personnes, que je ne préciserai pas qui. Et qui rit à l'heure actuelle. Faut pouvoir adapter à tout ça. Et si quelqu'un qui ne va pas réussir à s'adapter ne réussira pas à forcément mettre les bons mouvements pour faire soit la partie réattelée pour repartir sur le bon chemin de l'objectif. Donc c'est ultra important, la remédiation et la remise en question. Oui, aussi. Tu parlais tout à l'heure de boxe avant d'avoir fait du football américain. Est-ce que ça a un lien avec le harcèlement, ou comment tu as fait tes choix de sport finalement? Est-ce que c'est une influence? Je pense que inconsciemment, sur le moment où j'ai fait le choix de ces sports, il y a une cause. Cette cause-là, c'est si on fait le lien, que ça soit le renforcement musculaire que j'ai pu faire avec la méthode Lafay, avec mon frère par exemple, ou les sports de contact comme le judo. Le judo c'est encore différent. J'étais trop petit pour pour faire ton choix, pour faire mon choix. Mais la boxe anglaise, la boxe thaï, c'était un sport qui me permettait de me défendre. Donc je pense qu'indirectement, ça a joué par rapport au fait où je me faisais harceler, par rapport au fait où je me faisais discriminer, etc. Donc oui, je pense qu'inconsciemment, sur le moment, on ne se rend pas compte, mais ça joue sur le choix du sport. Maintenant, je me rends compte parce que j'ai le recul. Ouais, mais sur le coup, je pense qu'on n'y pense pas, mais ça joue énormément. Si je prends une personne connue, Thibaut Inchey par exemple, a commencé la musculation parce qu'il s'est fait agresser. Et on a tous cette réflexion, si on fait du sport, si on devient musclé, on ne viendra plus nous embêter. J'ai eu exactement la même réflexion. J'ai commencé la méthode Lafay avec mon frère parce que lui voulait se muscler. Je me suis dit, tiens, je vais faire un truc avec lui en même temps. Mais moi, inconsciemment, je pense que ça m'a permis aussi de montrer aux personnes extérieures que si je devenais musclé, ils seront peur. Oui, à cet âge-là, de toute façon, c'est ça. Voilà, à cet âge-là, on voit juste le visuel, le physique de la personne. Si une personne est musclée, on va pas aller l'embêter. C'est ce que je m'étais dit, je pense. Et ça n'a pas loupé parce qu'au lycée, ils sont vus mes bras. Et puis, j'ai pas eu trop de soucis. Ou en tout cas, les petites réflexions que j'ai pu avoir, si j'avançais vers la personne, elle fuyait et après ça calmait un peu le truc. Donc, où je faisais quelques petites prises et puis voilà, ça suffisait pour calmer la personne sur les réflexions, quoi. Donc je pense que ça a joué énormément. Et le football américain, mon premier choix en tout cas, ça a été plus sur c'est un sport vraiment cool, un sport américain qui arrive en France, qui était à ce moment-là quand même assez jeune, parce que ça arrivait que dans les années 80 en France. T'arrives, t'as 16 ans, tu vois les vidéos, tu te dis ça peut être cool si on pouvait en faire en France. Tu regardes, tu te rends compte, il y a un club à Rennes. Et à partir du moment où j'ai essayé, en fait, je me suis aperçu que ça me canalisait. Donc toute la colère que je pouvais avoir, je la transmettais sur le terrain.
Et puis j'étais bien après. Parce que ça reste un sport de contact, quand ça même. Reste un sport de contact. Même si on se met pas des coups de poing et des coups de pied dans un ring. Voilà. C'est pas non plus... Et puis, en fait, ça dépend de quelle... Tu as 3 équipes dans le football américain. Tu as l'équipe spéciale, l'attaque et la défense. Là où moi, je choisissais d'être, c'était principalement en défense. Parce que la défense, c'est là où, en fait, c'est eux qui vont chercher le contact. Ouais, que tu bloques, quoi. Non, j'attaque. Il y a 2 attaques, alors. Voilà. On va dire, il y a 2 attaques. La défense va être beaucoup plus offensive. C'est ce qui est paradoxal. Ce qui est paradoxal. Pas le nom, mais voilà. Alors que l'attaque va être... son but, c'est d'avancer. Donc, c'est de protéger le porteur de ballon pour avancer. La défense c'est... je réfléchis au mot que je vais utiliser, parce que la façon dont on m'a appris, ce ne sera pas forcément les bons termes. Ce sera d'aller chercher à plaquer ce porteur de ballon, à tout prix. Mais en réfléchissant quand même. Voilà. Tu veux dire que c'est pas un sport de bourrin, c'est ça ? C'est pas un sport de bourrin. Tu veux faire croire ça à qui ? C'est un sport très technique. En vrai, c'est très technique. Sinon, je pense que je ne serais plus de ce monde. Autant pour moi. Je ne serais plus de ce monde, je pense, sinon. Parce qu'on peut se prendre des grosses blessures si on ne fait pas attention à la technique, mine de rien. Et c'est très tactique. Est-ce que tu considères ça plus violent que le rugby ? Ou on est sur à peu près la même échelle ? Alors, je pense qu'on est sur la même échelle, mais c'est différent. Il y en a qui vont dire le rugby c'est plus violent, etc. parce que il n'y a pas de protection, il n'y a pas de... La vitesse, on voit plus de sang, on va dire. Mm-hmm. Donc c'est plus violent. Mais le plaquage est moins régulier. Nous, dans le foot US, même si on a les protections, l'avantage, entre guillemets, c'est qu'avec les protections aussi, on est protégé. Donc on va moins réfléchir à l'impact aussi. Mais on en a beaucoup plus. Au rugby, si je ne me trompe pas, il y a une règle qui fait qu'on ne peut pas plaquer les joueurs qui n'ont pas la balle. Au football américain, tu plaques qui tu veux. Tu as le contact, tout le monde a un contact. Ouais. Donc forcément, ce sera plus sur physique sur le long terme au final. Parce que c'est pas pour rien qu'aux États-Unis, les joueurs à 30 ans ils s'arrêtent et à 45 ans, ça se trouve, ils meurent d'un problème de cerveau, quoi. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup trop d'impact et puis faut pouvoir quand même se protéger, quoi. Donc c'est l'équivalent, mais différent. Moi, tu vois, la vision que j'en ai, moi, j'aurais eu tendance à dire que c'est plus violent justement à cause des protections, et tu te retiens moins, et donc comme tu le dis, il y a plus d'impact plus souvent parce que tu es plus protégé, donc tu te permets plus de choses. Totalement. Et dans le règlement, plus de choses sont permises aussi que dans le rugby finalement. Fut une époque, oui. Fut une époque où on pouvait choper le gars de derrière par le col et l'envoyer au sol. C'était pas puni, c'était pas vraiment une faute. Aujourd'hui, on va chercher quand même beaucoup plus la sécurité et la santé des joueurs. Donc ce genre de pratique est interdite. Heureusement. Ou le petit bras, la petite manchette, j'avais oublié le terme, merci. La petite manchette peut être aussi interdite, mais on peut la faire passer si on arrive à être subtil dans le mouvement. Oui. Mais c'est interdit quand même. C'est ta fameuse subtilité du jeu, le côté tactique. C'était pas mon point fort, non. Mon point fort, c'était plus aller chercher un petit peu plus bas, comme on a pu, certains coachs peuvent apprendre, aller chercher plus bas pour aller chercher plus un ligament croisé. Ou casser le genou. Ouais. C'est sympa comme... Mais je rassure tout le monde, c'était à l'époque. Maintenant, non, c'est... Il n'y a plus personne pour en parler, mais... Je pense que maintenant, c'est quand même... je pratique plus, mais ça reste quand même beaucoup plus dans la sécurité et la santé des joueurs, quand même. Donc oui.
Tu parlais justement de blessures et du fait que tu as arrêté. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Il m'est arrivé que j'écoutais pas mon corps. Comme on dit, je suis né con. Je sais pas si on peut le dire. Mais on peut tout dire. Ça va, ça reste raisonnable. Ça reste raisonnable. Ouais, c'est bon. Parce que en fait, j'étais une personne qui avait besoin vraiment d'aller atteindre un certain objectif. Je savais qu'il y avait des capacités. Je savais que si je le voulais, j'aurais pu atteindre un certain niveau. Et c'était mon but, mon objectif. L'inconvénient, c'est que je n'avais pas de préparation physique. Et à ce moment-là, j'ai eu de petites douleurs qui arrivaient à mes genoux. Voilà, mais j'écoutais pas. Donc je me suis dit, bon, c'est rien, ça va juste passer. Et puis ça passait, ça durait 5 minutes, puis 10, puis 15. Et puis un jour, je suis parti en road trip au Sri Lanka. J'ai fait le Mont Sigiriya. Donc Mont Sigiriya, tu as l'équivalent de 1000 marches à monter, donc à descendre aussi. Et la descente, mon genou commençait à me faire très mal. Et c'était en fin de voyage. Je suis rentré du Sri Lanka le vendredi. Et le samedi, il y avait un camp d'entraînement avec mon club. Donc j'avais prévenu mes coachs, samedi matin je suis pas là parce que je rentre le vendredi du voyage avec le décalage horaire, etc. Je préfère venir que l'après-midi. C'était ma petite part intelligente, ou du moins la seule petite part intelligente qu'il y avait. Et puis l'après-midi je m'équipe. Et forcément j'étais beaucoup moins chaud que mes collègues, que mes équipiers. Et puis moi je suis allé à fond comme eux. Et puis changement de direction et mon genou il est parti. Tu l'as revu depuis ou... Il est revenu, je l'ai revu, il est revenu une demi-heure après, j'avais plus mal, je me suis dit, j'étais à mon coach, c'est bon je peux repartir. Et je suis reparti et le soir, le coach Fred, donc le head coach de l'époque, avait bien prévenu. Si vous êtes fatigué, si vous avez mal quelque part, ou si vous avez eu mal quelque part, ne faites pas cet exercice. Mais c'était l'exercice que tout le monde préférait. Donc je pense que les joueurs de football américains, s'ils écoutent le podcast, vont le savoir. C'était un Oklahoma. Je sais absolument pas ce que c'est. Je vais t'expliquer. C'est le style d'exercice que tous les bourrins et tous les joueurs de football américains aiment parce que en gros c'est une partie l'équipe défense et l'équipe attaque qui s'affrontent entre guillemets. C'est du 1 contre 1 ou du 2 contre 2. On sait tous que dans ce sport il y a une petite rivalité attaque-défense et donc ça nous permet de se mesurer entre guillemets même si c'est justement de bonne guerre parce que ça reste quand même la même équipe. Et donc vient mon tour de faire l'Oklahoma. Je me suis complètement foiré sur mon plaquage. Bon. Évidemment, voilà, la partie l'équipe attaque célèbre ça. Sauf que sur la célébration, il y a quelqu'un qui a couru et qui m'a donné un coup de pied, complètement involontaire, mais au niveau de mon casque, sur le côté. Donc je suis resté un petit peu dans les étoiles au sol. J'ai pas réussi à me relever, c'est juste mon coach qui m'a pris par le col et qui m'a relevé, qui m'a dit va t'asseoir là-bas. Ouais. Et voilà. J'ai pas pu finir le camp parce que du coup j'avais des maux de tête. Donc le soir je refusais d'admettre que j'avais les maux de tête, donc je disais non, j'en ai pas. Et le lendemain j'ai quand même très mal à la tête et mal aux genoux, donc j'ai pas pu, j'ai pris la décision de t'arrêter parce que par précaution quand même. Je retourne travailler, donc j'ai repris mon travail le lundi, je suis allé au travail le lundi et le lundi midi je rentre et je retourne pas au travail, je vais à l'hôpital. Mon mot de tête n'était pas passé et je connaissais les symptômes de ce qu'on appelle la commotion cérébrale. Et puis ils m'ont confirmé cette commotion cérébrale
Et mon genou, ils m'ont dit que c'était juste une entorse. Voilà, donc je dis entorse, ça va passer quelques semaines. Le mois est passé, 2 mois sont passés, 3 mois sont passés, je pouvais toujours pas bouger mon genou. Voilà. Ils sont mis 2 ans à savoir ce que j'avais, mais du coup j'ai eu 3 ans d'interdiction de pratique de sport. Voilà pourquoi je n'ai pas pu continuer. Et qu'est-ce que tu avais au final ? Au final, j'ai eu une patella alta. Donc, c'est un peu comme le syndrome rotulien. Sauf que il est avéré que j'ai une malformation de la rotule, une malformation de l'emplacement de la rotule. J'ai une rotule qui n'est pas comme il devrait être, un peu piscornue. Et qui fait que chaque effort, ma rotule sort de son emplacement, vu que l'emplacement n'est pas assez creusé. D'accord. Donc il y a une rotule qui est beaucoup plus haute aussi. Et que même si je fais tous les efforts possibles, si j'arrête le sport, ma rotule a le risque, enfin mes rotules, parce que je l'ai sur les deux, ont le risque de sortir de son lot et donc du coup de faire une dislocation du genou. Sympathique. C'est très sympa. Très sympa. Donc du coup je comprends mieux tout le changement de direction. Où t'avais mal. J'avais mal et que c'était parti, que je tombais par terre. La commotion, c'était pas mal non plus. La commotion, c'était pas mal, mais comme je disais, comme j'ai dit tout à l'heure, j'étais un peu jeune et pas forcément très réfléchi. Et pas réfléchi. Ou avoir une commotion, c'était presque une fierté. Oui. J'ai joué avec des personnes où les mecs, ils avaient eu 4, 5, 6 commotions entre guillemets leur carrière de joueur, alors que ça faisait peut-être même pas 10 ans qu'ils jouaient, quoi. Tu même peux pas rappeler les dangers des commotions cérébrales ? Je suppose qu'on en a parlé. On n'en a pas spécialement parlé, mais je les connais quand même. C'est pour ça que je fais ça attention. Il faut savoir que quand on fait une commotion cérébrale, on a 2 fois plus de risques d'en faire une autre. C'est un peu comme une tendinite ou une entorse. Parce que la commotion, tu la guéris pas spécialement. Donc le risque, c'est de faire tes commotions quand même plus facilement et plus fréquemment. Moi, je pense que j'ai dû en faire plus qu'une, mais sans le savoir. Et puis le risque, c'est aussi d'en mourir. Au pire tes cas. Au meilleur tes cas, tu as tes maux de tête, mais tu peux aussi faire tes moments d'amnésie partielle ou totale et qui peuvent être aussi, pas, je sais pas le terme, permanentes, voilà, qui peuvent être permanentes. C'est les pires cas qu'on peut avoir dans les commotions. C'est un peu comme un traumatisme crânien, quoi. Ouais. Enfin, la mort, c'est quand même radical, mais... La mort, c'est radical. Voilà. Donc, faut quand même être conscient de ça et puis faire attention. Exactement. Voilà. La seule différence du trauma crânien, c'est que c'est le cerveau qui tape dans la pointe crânienne, et le trauma crânien, c'est la pointe crânienne qui est un peu fissurée, quoi. Qui a eu les deux. Est-ce que... Je vais rigoler en disant ça. T'as pas une autre anomalie aussi j'en ai plusieurs. J'en ai eu une où je m'en suis aperçu que je l'avais grâce au football américain encore. Ma première année, mon année junior, ma seule année junior d'ailleurs, j'ai pu faire connaissance avec les luxations chroniques, enfin les subluxations chroniques des épaules. J'étais arrivé à un stade où juste porter une bouteille d'eau d'1 litre, je m'étais boité l'épaule. Ou juste allumer ma douche, je m'étais boité l'épaule. Sympa. Je devais normalement me faire opérer de l'épaule. Et j'ai toujours refusé parce que j'avais des retours très négatifs de l'opération. Donc on devait me mettre une plaque. À l'époque, on n'avait pas d'autre solution. C'était une plaque dans l'épaule, mais qui réduisait énormément la mobilité et qui n'était pas rattrapable. J'ai toujours refusé ça parce que je voulais à tout prix retourner sur le terrain. Comme n'importe quel sportif compétiteur. Voilà, exactement. Et depuis,
T'arrives à porter un biberon sans... Oui, la preuve, j'ai fait du crossfit, j'ai fait de la compétition. Alors, entre-temps, je suis pas retourné faire du football américain directement. J'ai été faire pratiquer sur le flag football. Donc, c'est la même chose, mais sans contact. J'ai fini 2 fois champion de Bretagne à la suite avec ce sport-là. Je suis retourné après dans le football américain. Qui était redescendu en T3 en T4 pardon, et on est remonté en T3 donc national. Donc c'était quand même j'ai vécu quand même de belles années malgré les problèmes de santé pathologiques qu'il peut y avoir avec ce sport, dans ce sport. Et dû au manque de la prépa physique, je tiens à le dire, c'est pas le sport en lui-même qui a fait ces blessures, c'est mon manque d'ouverture d'esprit. Qui a fait que je me suis pas préparé physiquement parce que je n'avais pas de coach sportif qui m'ont dit viens, on va faire une séance, je vais te préparer. C'est aussi une partie, une des raisons pour laquelle moi je suis devenu coach, parce que avoir autant de blessures et ne pas avoir pu juste toucher de la pointe de mes doigts l'objectif que je voulais dans ce sport, ça m'a beaucoup trop frustré. C'est peut-être une différence qu'on a en France aussi par rapport à d'autres pays. Là, on va comparer aux États-Unis où quand même les équipes sont beaucoup plus préparées en musculation et donc à pouvoir encaisser les chocs et minimiser le risque de blessure, parce que tu peux pas l'éviter. Il y a pas 0% de risque, ça n'existe pas. Non. Mais entre quelqu'un qui va pas se préparer physiquement à pouvoir encaisser des chocs et une personne qui va le faire, la différence est quand même importante. Dans les clubs, comme tu as pu pratiquer, est-ce qu'il y avait un préparateur physique ? Est-ce qu'il y avait une réflexion, ne serait-ce que de l'entraîneur, sur la prépa physique ? Dans mon club, il n'y avait pas de préparateur physique à ce moment-là. Parce que déjà, le club, c'est pas comme un club de foot. Ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas de subventions, ou du moins pas assez importantes, pour pouvoir payer un coach et un préparateur physique. Ce qui fait que tous les coachs du club étaient bénévoles. Donc, ils n'avaient même pas 10 balles comme salaire pour préparer les séances. Donc, pour un prépa, c'était pas possible. Mais par contre, les coachs disaient bien, préparez-vous, allez faire de la muscu, allez courir, Toi, il y avait quand même cette réflexion. Donc, je peux même pas jeter la pierre sur mes coachs. Non, mais sans parler de jeter la pierre, mais... Bien sûr. Non, mais je dis ça parce que je sais qu'il y a des personnes qui seraient capables de jeter la pierre sur le club, alors que non, pas du tout. Là, c'était purement 100% de ma faute, parce qu'il y avait quand même cette réflexion. Et en hors-saison, ces coachs-là prenaient le temps en été de faire leur séance pour préparer les joueurs. Donc c'était vraiment maintenant au volontariat des joueurs s'ils voulaient aller se préparer en été ou pas. Bon, moi je faisais, mais je n'ai pas fait toutes les années parce que j'avais vraiment un cardio digne d'un cochon. Et encore, même un cochon avait un meilleur cardio, je pense. Mais je faisais pas ma prépa physique, musculation, renforcement, gain de force, gain d'explosivité, chose que j'aurais dû faire si je voulais atteindre le niveau que je voulais. Donc, tu es en train de me dire que pour performer dans un sport, faut pas faire que le sport. Faut pas faire que le sport. Donc, pour performer dans une technique, faut pas faire que la technique. Que la technique. Je suis désolé pour les sportifs qui pensaient ça. Et je pense notamment, par exemple, aux coureurs ou même aux crossfitters. Je vais me mettre tous les crossfitters à dos, malheureusement. Pas forcément, non. Je pense qu'il commence à y avoir des réflexions aussi. Dans le crossfit. Mais oui, non, même dans le crossfit, je repars sur le crossfit parce que c'est la discipline qui s'est fait énormément critiquer par rapport à ça, avec toutes les blessures. Il s'est fait critiquer par rapport aux blessures épaules, du dos, etc. Mais je sais que beaucoup de personnes ne prennent pas le temps de se renforcer et c'est ultra important de le faire. Déjà parce que ça va
optimiser la progression, ça va être en prévention de blessures et de pathologies, donc il n'y a rien de mieux. Et ça peut même jouer en réathlé, donc que demander de mieux que de faire la renfo ou de la prépa physique au final. Donc oui. Oui. On n'a pas le choix, on est obligé de passer par là. On n'a pas le choix. On part sur un sport qui est ouvert à tout le monde et qui est gratuit, la course à pied. Alors, la course à pied, on parlait du crossfit, mais c'est la même chose. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu veux pouvoir performer dans un mouvement, il faut voir ton corps de manière complète, holistique, ça fait très chic. Mais tu peux pas. Il y a une histoire de chaîne, là. Tu sais, cette expression avec on n'est jamais plus fort que le maillon plus faible de la Alors chaîne. là, je t'avoue que t'es plus vieux que moi, donc c'est peut-être. Oh, là, non, mais tu peux pas tromper 1000 fois. Non, c'est pas ça. On peut pas tromper une fois. Non. On peut pas. Non. On va y arriver. C'est l'histoire du muscle ou du tendon ou de l'articulation ou de ce que tu veux qui est le plus faible et qui va représenter le point, le talon d'Achille, si on peut dire, de tout le reste. Et donc, si tu renforces pas ça, si tu cherches pas à améliorer tes points faibles, à les rendre plus forts, tu peux pas être meilleur en technique. Tu peux pas être plus endurant, tu peux pas tenir la route le plus longtemps possible, et il y a forcément un moment donné où ça va casser. Et le tort qu'on a, et je sais, je fais partie de ces gens-là aussi, c'est de vouloir aller vite, de vouloir atteindre. Tiens, j'ai mon fils la dernière fois qui me dit comment on fait pour faire un muscle-up. Je dis, déjà, sur la technique, c'est pas moi qui vais te l'enseigner, parce que je sais pas le faire. Et puis, avant de me demander comment on fait un muscle-up, oublie pas les étapes qui précèdent. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut être capable déjà de tenir une barre, il faut être capable de tracter. Ouais. Ne serait-ce que tenir 10 secondes en suspension. Voilà. Ça, il y a des personnes qui n'y arrivent pas. Ça peut être dingue à dire comme ça, mais il y a des personnes, même j'ai vu, et j'en ai, des personnes, 2 secondes, c'est ultra dur. Donc avant de vouloir en arriver à faire des muscle-up, il faut bien commencer par le commencement, voilà. et pas griller les étapes. Et le renforcement musculaire, il fait partie de ces étapes. Totalement, et ça, en vrai, il y a plusieurs raisons qui amènent à cette conséquence. La première, et je reprends la course à pied, c'est les croyances intergénérationnelles du coaching. Ou quand on voit que les préparateurs, tes personnes marathoniens ou même course à pied tout court, disaient que faire de la musculation, c'est contre-productif à la course à pied. On sait très bien qu'aujourd'hui, faire du renforcement musculaire, gagner en muscle ne va pas faire perdre les performances à la course à pied, mais au contraire, ça va les faire gagner. Et l'autre raison, et là je reprends l'exemple du CrossFit parce que j'ai pu voir les choses en tant que coach mais aussi en tant que pratiquant que avec notre société actuelle les personnes veulent aller toujours plus vite et veulent brûler toutes les étapes comme tu l'as dit, et ce qui fait que les gens soit se blessent tout simplement, ou soit ils s'abandonnent et ils se disent c'est pas fait pour moi quoi. Alors que tout sport est fait pour tout le monde. La seule différence qui fera si on continue ou pas, c'est est-ce qu'on aime le sport quoi. Est-ce qu'on est prêt à prendre le temps et aussi pour construire quelque chose pour arriver à l'objectif final. Totalement, prendre le temps mais aussi apprendre à travailler en intensité. Ça, je vais reprendre un exemple plus sur la musculation ou encore plus précis le bodybuilding. Si on ne travaille pas en intensité, alors l'intensité ne veut pas dire cardio, mais aller chercher vraiment un effort tellement intense que c'est difficile, on n'aura pas forcément non plus la progression qu'on veut.
le CrossFit rejoint un peu cette discipline parce qu'on a besoin de travailler l'hypertrophie, par exemple. On a besoin d'aller chercher un travail cardiovasculaire. Et pour ça, il faut qu'on aille chercher aussi, alors pas tout le temps évidemment, mais il faut qu'on aille chercher une certaine intensité. Beaucoup de personnes ont du mal à accepter cette intensité. Je dis bien accepter, parce que tout le monde peut le faire, mais tout le monde ne l'accepte pas forcément. Et ça, c'est un travail compliqué. Si je comprends bien, on en revient un peu à ton idée de tu fais travailler dans le bien-être, mais pas de la même manière que ta compagne. Exactement, totalement. C'est que moi, je suis plus... alors, ma compagne, Wendy, elle est plus dans le bien-être, et c'est tout en son honneur, parce que... Compagne et collaboratrice. Et collaboratrice, bien entendu, reprécisons. Et où elle va aller plus chercher, avec le pilate, le yoga, un bien-être mental et physique. Parce qu'on va pas se mentir, le yoga, c'est complémentaire avec tous les sports du monde. Je crois que c'est la seule discipline qui colle avec tous les autres sports. Hein. Parce que ça va faire du bien au mental. On a besoin d'un bien-être mental pour aller performer. On a besoin de cette souplesse que le yoga peut apporter, la mobilité que ça peut apporter pour pouvoir aller chercher une performance pour ceux qui veulent performer. Mais c'est ce qui va apporter, par contre, un bien-être... qui est génial. Alors, je ne suis pas pratiquant à 100%. Ça peut m'arriver de faire quelques postures. Parce que ça apporte ce côté bien-être physique dans le loisir, tout comme en compétition. Et moi, je suis plus sur le bien-être. On fait du sport. Si tu as un objectif, on va chercher cette intensité. Parce que cette intensité-là va aller chercher cette petite dopamine qui fait que tu te sens super bien à la fin de la séance. Et une fois que tu as touché à cette dopamine, à cette hormone, ce bien-être, souvent les personnes veulent revenir, retournent à cette intensité. C'est une drogue, quoi. Ouais. Totalement. Une drogue douce, mais pareil... C'est comme pour ça, c'est comme pour... Alors, je ne vais pas citer le nom de drogue, mais c'est comme pour tout, c'est comme le sucre. Le sucre, si tu pars en l'extrême, c'est pas bon. C'est comme l'eau, si tu en bois 10 litres par jour, ça va te tuer. Trop boire, trop boire, voilà, c'est exactement la même chose, c'est savoir se gérer. Et nous, les coachs, on est là aussi pour éduquer, pour apprendre, pour accompagner, pour tout ce côté mental et physique, pour apporter ce bien-être ou atteindre les objectifs. Moi, je sais plus ta vie ou un objectif, que ça soit compétition ou pas, on peut l'atteindre avec un certain bien-être. À atteindre en faisant une programmation, un coaching, en gardant en mémoire que le corps a besoin d'être en sécurité, a besoin d'être resté en bonne santé. Et pour le moment, ma façon de faire a montré ses preuves avec différentes personnes et du coup ça confirme encore plus mon choix de pouvoir faire de la prépa ou juste suivre mes personnes dans l'intensité mais dans le bien-être. Donc variation d'intensité. Variation d'intensité, évidemment. Alors, on parle intense. Variation d'intensité, évidemment, on ne l'oublie pas. Il faut faire tes mental load. Il ne faut pas travailler toutes les séances, suivant la discipline, évidemment, toutes les séances à 120%. Notre but, c'est pas de casser le corps des personnes. Tu te ficherais pas un peu de moi, Pas du tout. Oui, après c'est multifactoriel, hein, on va pas y revenir. J'en ai déjà parlé dans l'épisode précédent. Mais effectivement, il faut faire attention à cette intensité. Voilà. J'ai peut-être une dernière question. Allez, par rapport à ton vécu, par rapport à toi, est-ce que tous ces troubles 10, ton parcours, est-ce que ça a influé sur ton coaching? Est-ce que tu vas à la recherche quelque part de personnes qui ont le même vécu ou Non, parce que
je pars du principe où si je fais une différence entre moi je fais ce style de personnes-là parce qu'ils ont eu plus ou moins le même vécu, ça fait une sorte de discrimination. Et du coup, je refuse tout style de discrimination, toute forme. Donc non, je prends que ce soit des personnes qui ont eu des troubles ou pas, ça change rien pour ça. Par contre, ça peut jouer sur ma façon de coacher. Mes troubles ou même toutes les pathologies, blessures que j'ai pu avoir m'a amené une certaine expérience qui fait que, ok, la personne a mal quelque part, je sais ce que ça fait parce que je l'ai vécu. Je sais ce qu'il faut faire. Mon expérience passée m'a amené tes connaissances et tes compétences. Mes troubles qui étaient une faiblesse avant et que j'ai même regretté à les savoir, c'est maintenant une force. Donc forcément, ça va m'amener à pouvoir atteindre mes objectifs professionnels. Donc au contraire, maintenant je remercie totalement tout ce que j'ai pu vivre, que ça soit à l'école, que ça soit au niveau de la famille, que ça soit peu importe dans le monde professionnel ou pas. Donc non, au contraire. Et ça va peut-être même m'amener, je pense même sur du très long terme, si professionnellement tout se passe bien, pourquoi pas créer une asso ou faire partir d'une asso contre le harcèlement. Donc proposer peut-être des séances de sport pour les jeunes qui sont harcelés, pour peut-être les aider à se canaliser, ou juste faire comme moi j'ai fait, gagner en muscles, et ça peut jouer sur une meilleure vie. Donc, oui, parce que tu es quand même plus à même de comprendre ce par quoi ils passent, leur cheminement mental par rapport à la réflexion. Totalement, ouais, je peux comprendre des personnes qui subissent ou qui ont subi cet harcèlement, et encore plus ceux où ça a été loin, parce que je vais te donner un exemple, une anecdote de quand j'étais au collège. Moi, on m'a bloqué dans les toilettes. On sait très bien que ce qui se passe dans les toilettes avec le harcèlement, c'est pas non plus terrible. Bon, j'ai eu la chance d'avoir l'expérience du judo qui m'a aidé, et qui m'ont aidé à me sortir de ce genre de problème. Donc je comprends totalement les jeunes qui subissent ça, mais qui eux n'ont pas cette possibilité de se défendre, de pouvoir se dire ah ouais, mais si je fais quelque chose, ça va me retomber dessus, ou ça va aggraver la chose, tu vois. Donc non, le sport peut amener justement cette porte de sortie qui peut peut-être même sauver tes vies, on n'en sait rien. Mais, oui. On n'en sait rien. Carrément, parce qu'il y a malheureusement beaucoup trop de cas de suicides dus au harcèlement. Voilà. Que ça soit tes jeunes ou tes adultes. Hein. Donc non, c'est aussi pour ça que mes projets vont peut-être jouer sur ça, mais après, je vois sur le long terme, parce qu'actuellement... T'as d'autres problématiques. Voilà. Un nouvel apprentissage peut-être de vie. Voilà, on va dire qu'il y a un petit pot de colle là qui est arrivé. il veut pas me lâcher, il veut pas nous lâcher, il veut pas partir sur la maison. On se demande bien qui c'est, mais. Bah oui, mais c'est les joies aussi de la vie, voilà. De la paternité. Totalement. D'ailleurs, tu me disais un truc en off tout à l'heure, avant qu'on commence l'émission, moi que j'ai trouvé très drôle et très parlant, pour revenir sur et finir sur les histoires de troubles, parce que voilà, t'as montré comment t'as évolué et comment ça influe, mais là, ce point-là, moi je le trouve rigolo. Voilà, c'est comment t'as choisi le prénom de ton enfant. Alors évidemment, c'était avec l'accord de ma conjointe, qui comprenait totalement, parce qu'elle s'est mise à ma place. J'ai choisi les prénoms, parce qu'il en a deux, à cause de mes troubles.
Je voulais un prénom que je pouvais dire sans difficulté. Je voulais pas un prénom où si je suis dans la rue et que je dois l'appeler devant tous ses copains, que je me trompe de prononciation et que derrière ça peut engendrer des moqueries ou autre par rapport à, envers lui, ou même je suis envers moi maintenant, je m'en fous. Donc voilà, j'ai choisi ces prénoms-là pour donc que t'as évité tous les sons qui sont Ah totalement, hein, c'était purement égoïste, hein. Voilà, l'association de certains C'était totalement égoïste, là j'ai pensé qu'à ma gueule, hein. Ah non, finalement t'as pensé à la sienne aussi. Alors à la sienne aussi forcément, mais voilà. J'ai pas envie de me tromper de prénom, quoi. Comme quoi, écoute, ça joue sur tout. Est-ce qu'il y avait quelque chose que tu souhaitais ajouter à la suite de tout ce que tu as déjà dit? En soi, on a bien parlé, que ça soit sur les troubles, ou sur les blessures, les pathologies. Je pense qu'on était quand même, je suis assez satisfait de ce qu'on a pu discuter. Et c'était le sujet de toute façon du podcast. Tu peux aussi nous dire, on est confrères maintenant, donc. On est totalement. Après, je pense que si on continue de parler coaching, sport ou autre, on peut en parler encore des heures. Ouais. Non, mais ne serait-ce que dire où est-ce qu'on peut retrouver Beps Coaching. Sur Instagram, principalement, avec beps.coaching. Non, je me trompe, c'est même pas .coaching, c'est beps coaching. Et là, vous pouvez me retrouver sur Instagram. Ou retrouver ma voiture qui se balade dans tous les Vilaines. C'est marqué dessus. C'est marqué dessus, il y a mon numéro, faites-vous plaisir. Eh bien, très bien, Samuel, merci beaucoup. Donc, merci à toi encore pour cette invitation et pour ce podcast. Et puis, à une prochaine fois pour nous parler éventuellement d'autres projets. Croisons les doigts qui devraient bientôt arriver.